Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Et bienvenue dans cet épisode un peu spécial, j'aimerais dire un peu hybride, sur la pratique clinique du travail social, mais plus particulièrement sur l'évaluation du fonctionnement social, les similitudes et les distinctions entre le Québec et la France, avec une invitée qui a exercé en France et au Québec, tout comme moi. Donc on a eu un échange que je trouve particulièrement intéressant. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Vous en saurez davantage d'ici quelques minutes. Et je voulais également vous annoncer que nous arrivons à la fin de cette saison 1 et je suis très heureuse de vous présenter ma toute dernière invitée qui a été formée au DEASS en France et qui exerce depuis 2 ans au Québec. Charlotte Delmas a obtenu son diplôme d'état d'assistante de service social en 2010 en France, puis a repris ses études universitaires en septembre 2016 pour obtenir son Master 1 en médiation, intervention sociale, solidarité à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Durant sa carrière professionnelle, elle a exercé comme assistante de service social en milieu hospitalier de 2010 à 2014, puis elle a été formatrice permanente, ce qui signifie en fait professeur, à l'École régionale d'assistante de service social du CHU de Toulouse durant 8 ans. Et concernant son processus migratoire, en fait, en 2021, elle a pris contact avec le bureau de recrutement international du CIS de Montérégie-Ouest au Québec. Et 1 an plus tard, la voilà débarquée avec son époux et ses 2 enfants au Québec. Alors elle a très rapidement demandé son permis de travailleuse sociale auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, qu'on nomme OTS-TCFQ, pour exercer sa profession en milieu hospitalier. D'ailleurs, Charlotte occupe encore à ce jour son poste de travailleuse sociale à l'hôpital du Suroît en Montérégie-Ouest. À ce sujet, petite parenthèse, j'aimerais rappeler qu'il existe un arrangement de reconnaissance mutuelle entre le Québec et la France, ainsi qu'entre le Québec et la Suisse, pour les assistantes sociales qui souhaitent obtenir leur titre professionnel de travailleuse sociale au Québec, afin d'exercer leur profession sur le territoire. Et inversement, chères collègues québécoises. Comme vous le constaterez, Charlotte a exercé plus particulièrement auprès des individus en milieu hospitalier durant sa carrière professionnelle. Ces exemples feront donc écho à ce milieu de pratique et à la méthodologie d'intervention individuelle. Si jamais, pour de prochaines saisons, vous aimeriez avoir des comparaisons entre pays francophones sur des pratiques auprès des familles, des couples, des groupes ou des communautés, et même auprès des individus, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout est possible dans Expose ton travail social. Maintenant, j'aimerais faire un message personnalisé à Charlotte, car elle me soutient depuis le début de cette aventure dans le podcasting en partageant chacun des épisodes sur ses réseaux sociaux et professionnels. Charlotte, un grand merci très sincère. Maintenant, je vous laisse avec la suite de notre enregistrement. Bonjour Charlotte. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toi. Oui, d'abord je tenais à te remercier Stéphanie pour ton invitation et puis surtout pour ce beau projet. Pour rendre visible le travail social sous toutes ses formes. Puis je suis très heureuse et je te remercie de pouvoir y contribuer par le biais de ce podcast. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Écoute, je suis très heureuse qu'on fasse un épisode ensemble et puis je vais te lancer tout de suite dans le sujet avec ma première question. Comment pourrais-tu nous expliquer ce que c'est la pratique clinique du travail social ? En fait, c'est l'expertise professionnelle de la relation d'aide, puis qui se base vraiment sur une démarche réflexive et analytique, propre à chaque situation, chaque personne ou groupe qu'on peut rencontrer en tant que professionnel. Cette analyse professionnelle, elle se base vraiment sur l'articulation de la théorie et de la pratique pour pouvoir dégager des hypothèses de compréhension de la personne, de son vécu, puis du vécu des participants de groupe quand on est sur une intervention en groupe. Puis ça va permettre ensuite aux professionnels d'établir des hypothèses de travail et ensuite des axes d'intervention avec la personne ou le groupe en question. Merci. Alors, ce que tu mentionnes est assez général à une clinique de la relation d'aide, mais qu'est-ce qui est spécifique au travail social ?
Ou autrement dit, pour l'Europe généralement, qu'est-ce qui est spécifique à l'assistance sociale, au service social ? C'est qu'on va avoir une démarche d'évaluation, en tout cas au Québec, qui se base sur le fonctionnement social de la personne. C'est vraiment au centre et à la base du champ d'expertise d'ETS ici au Québec. C'est d'ailleurs défini dans le Code des professions. C'est vraiment une démarche qui va se baser sur le recueil d'informations pertinentes par rapport à la personne et à son interaction avec son environnement, pour qu'on puisse faire émerger une analyse de la situation dont va découler une opinion professionnelle. La spécificité aussi ici au Québec de cette évaluation du fonctionnement social, c'est qu'elle doit être formalisée à travers un écrit professionnel. Et dans le cadre de ta démarche d'évaluation du fonctionnement social, alors des fois on va parler d'EFS ou d'EFS, c'est l'acronyme de évaluation du fonctionnement social. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu dois recueillir comme information ? Qu'est-ce qui est pertinent ou qu'est-ce qui est spécifique ? Alors, c'est une démarche assez rigoureuse. C'est sûr qu'en fonction des milieux de travail, on va dire que des canevas peuvent être un petit peu spécifiques au champ d'intervention de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours y retrouver certaines parties, c'est-à-dire le motif de la demande ou de la requête pour moi qui suis en milieu hospitalier, à quel moment on a débuté la prise en charge auprès de la personne, les sources d'informations sur lesquelles on s'est appuyé pour avoir tous ces éléments-là. Peux-tu nous expliquer le terme source d'information ? Ça peut être, par exemple, le dossier ici, moi, du patient. Ça peut être des notes qu'on peut consulter sur des logiciels, par exemple, qu'on partage avec nos collègues des CLSC. Ça peut être des rencontres avec des professionnels intervenant déjà auprès de la personne et qui sont partenaires. C'est aussi, bien sûr, la rencontre avec la personne et ou des proches aidants avec qui on aurait pu s'entretenir. Merci. Alors, je te laisse poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font partie de l'évaluation du fonctionnement social ? Oui, tout à fait. On va se baser sur les caractéristiques de la personne qui vont refléter de manière globale les forces et les défis que peuvent rencontrer la personne en lien avec son histoire personnelle. Ici, nous, à l'hôpital en particulier, on va aussi y faire apparaître le portrait d'autonomie de la personne antérieure et actuelle ici à l'hôpital, parce que ça nous apporte aussi beaucoup d'éléments. Ensuite, on va s'intéresser aux caractéristiques de l'environnement de la personne, ses cercles sociaux, ses relations interpersonnelles, ses conditions de vie, pour ensuite pouvoir amener une analyse qui met en relation bien sûr aussi les attentes de la personne et ses proches, et ensuite une opinion, des recommandations professionnelles pour permettre bien sûr de dégager ensuite des axes d'intervention. Puis c'est un document écrit dans lequel bien sûr on signe de par notre fonction cet écrit professionnel. Merci bien. Alors évidemment, je vous mets dans la barre d'information le cadre de référence de l'EFS, l'évaluation du fonctionnement social, de l'OTS-TCFQ. Si vous voulez aller encore plus loin et avoir une information complète sur l'EFS, vous vous doutez bien que dans un épisode de quelques minutes, on ne peut pas tout aborder le contenu d'une EFS de façon assez exhaustive. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, je sais qu'il existe des formations à ce sujet, dont celle de l'ordre. Je voulais revenir sur des termes précis. Tu as évoqué les termes analyse, hypothèse ou encore opinion professionnelle. Ça peut vraiment paraître du bon gros jargon professionnel. Est-ce que je peux te mettre au défi de nous expliquer ce que ça veut dire, faire une analyse ? Une analyse, en fait, c'est qu'on va mettre en relation toutes les informations, tout le recueil d'informations qu'on a en lien avec l'histoire de la personne pour aussi essayer d'avoir un autre éclairage sur les problématiques qu'elle rencontre et puis sur les enjeux ou les défis qu'elle peut encore rencontrer à l'heure actuelle, mais aussi ses stratégies, ses ressources, pour pouvoir aussi établir en fait après un plan d'action qui soit au plus près des attentes de la personne, mais qui tienne compte à la fois de ses forces, mais aussi de ses difficultés, pour que ce soit le plus ajusté possible et partagé, co-construit avec la personne. Il faut que ça fasse du sens pour elle aussi. C'est pas juste une analyse professionnelle complètement déconnectée. C'est vraiment mettre en interrelation tous les éléments qu'on a sur la situation à partir de nos cadres de référence théoriques que l'on a nous, mais le but, c'est vraiment de le raccrocher à la spécificité de la situation singulière de la personne. Oui, et puis je me permettrais d'ajouter que l'analyse, c'est vraiment le moment où, en tant que professionnel, on met en lien
les différentes informations qu'on a recueillies. Puis spécifiquement en travail social, je dirais c'est l'étape, en fait, la partie où on explique cette interrelation entre les facteurs personnels et environnementaux de la personne, de la famille, du groupe ou de la communauté qu'on évalue. Et je voulais ajouter aussi que, plus particulièrement en tant que TS, on accorde une importance particulière aux déterminants sociaux de la santé et aux rôles sociaux de la personne dans son environnement, en fait, dans son écosystème, mais aussi de cet écosystème, l'influence qu'il a sur la personne, sur le groupe ou la famille ou la communauté qu'on évalue, qu'on accompagne. Puis à partir de là, tu parlais justement de notre bagage professionnel, académique, méthodologique, en fait nos cadres de référence. C'est à partir de tout ça qu'on peut arriver à faire des hypothèses cliniques, en fait tenter de faire des liens. Et ces hypothèses, elles pourront se confirmer ou non par la suite d'ailleurs. L'idée de l'analyse, c'est vraiment de faire état de notre compréhension de la situation. Mais donc ensuite, en fait, une fois qu'on a réalisé notre analyse en tant que professionnel, Charlotte, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on arrive à formuler une opinion professionnelle et des recommandations ? C'est sûr qu'il va falloir qu'on se base, qu'on tienne compte bien sûr des attentes de la personne puis de sa réalité, mais aussi on a bien sûr une démarche de protection des personnes aussi, donc à nous aussi de mettre tous ces éléments-là en perspective pour assurer un filet de sécurité pour la personne. Alors là, on parle de manière très générale, mais l'idée, c'est de faire le lien entre les besoins et attentes de la personne, puis les ressources, qu'elles soient communautaires, institutionnelles, ou les dispositifs, services que nous, on connaît, pour pouvoir essayer de proposer à la personne, justement, d'être orientée vers les bons services, les bonnes ressources. Oui, c'est le moment aussi où on doit statuer sur qu'est-ce qui est le plus urgent à traiter. Je mets le mot traiter entre guillemets. Quelle est la gravité de la situation problème? Puis c'est aussi de dire à la personne, bon, voici sur quoi je vous propose de travailler en priorité. Est-ce que ça vous convient? Et ensuite, on enchaîne sur le plan d'intervention si la personne, la famille, le couple, le groupe ou la communauté est consentant, quoi. Maintenant, pour rentrer encore plus dans le sujet de l'EFS, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager pour que les auditeuristes comprennent mieux cette démarche d'évaluation? J'ai un exemple assez concret, puis je vais essayer de le synthétiser. Je remplaçais là une collègue dans le contexte des urgences, où on est d'accord que forcément la temporalité d'intervention est assez courte. Puis ça a permis là, à travers la rencontre de la personne, vraiment d'avoir des éléments très exhaustifs par rapport à son histoire de vie, la façon dont elle vivait ses difficultés. C'était une personne qui, moi j'avais une requête parce que c'était une dame qui était en perte d'autonomie. J'avais demandé à mon collègue physiothérapeute, qui est l'équivalent, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des kinésithérapeutes en France, d'évaluer en fait son degré d'autonomie, parce que l'idée c'est que cette dame avait son congé médical, c'est-à-dire qu'elle était congédiable de l'hôpital, mais on voulait s'assurer que son retour soit sécuritaire. Puis donc il y avait des enjeux de mobilité, donc j'avais demandé à mon collègue d'aller l'évaluer, puis pour lui c'était tout à fait sécuritaire au niveau de ses déplacements, donc je voulais voir avec elle un petit peu les services que j'aurais pu lui proposer par rapport aux informations que j'avais là concernant. Puis au fur et à mesure de ma collecte de données, dans ma rencontre avec cette personne, je me suis rendu compte qu'en fait, les services qui auraient été les plus adéquats pour elle n'étaient pas forcément des services de soutien d'aide à domicile classiques au sens vraiment de perte d'autonomie physique, mais plus des services reliés à la santé mentale. C'est une personne qui vraiment avait des enjeux d'accumulation à son domicile, qui était dans une phase vraiment difficile au niveau moral, santé mentale, puis qui avait déjà eu un suivi par le passé, puis qui avait été clôturé. Puis là, vraiment, pour moi, elle avait vraiment un potentiel de réhabilitation psychosociale. Puis du coup, à travers mon analyse, j'ai pu lui proposer des services reliés plutôt à de l'accompagnement psychosocial en santé mentale avec des équipes spécialisées qui accompagnent les personnes justement avec des objectifs de réhabilitation psychosociale, autant au niveau du logement que professionnel, que social. Puis je lui ai proposé ça, puis elle a vraiment adhéré et on a pu mettre ces services-là en place. D'où l'importance de mon analyse et de mon expertise professionnelle, c'était qu'au départ, j'avais une demande qui était en lien avec des services d'aide à domicile avec des enjeux de mobilité, d'autonomie, de perte d'autonomie, alors qu'en fait,
c'était plus, à mon sens, des services de santé mentale qui étaient plus appropriés pour cette dame et puis qui correspondaient à ses besoins et à ses attentes. On voit vraiment bien la pertinence d'une analyse professionnelle à travers ton exemple. Vraiment, merci pour ce partage. Et puis, tu as pu utiliser les éléments que tu as recueillis, les plus significatifs par rapport à cette situation, et tu en as discuté avec la personne pour arriver à tes recommandations, quoi. Super. Alors, je passe à la prochaine question. Je l'ai mentionné dans ton introduction, tu as exercé en tant qu'assistante de service social en France, mais tu as également été formatrice auprès des étudiantes. Je voulais te demander, est-ce que tu as remarqué des différences ou des similitudes dans la démarche d'évaluation entre la France et le Québec ? Alors, c'est sûr que je ne connais pas bien le processus de formation au Québec, mais c'est sûr que dans la formation d'ASS en France, on forme les étudiants à une démarche d'évaluation avec une approche individuelle et collective ou de groupe ou communautaire, dans lesquels on retrouve au travers des écrits notamment de certification pour le diplôme, les grandes mêmes étapes d'évaluation dont on a parlé précédemment. Mais une fois sur le terrain, c'est sûr que la plupart des écrits professionnels en France ne rendent pas forcément compte, je trouve, de cette démarche d'évaluation auquel on forme les étudiants, puis qui est essentielle à notre diplôme et à nos compétences. Alors que je trouve qu'ici au Québec, on le voit, c'est clairement retraduit dans l'écrit professionnel, dans l'évaluation du fonctionnement social, tout apparaît. C'est-à-dire que toute notre démarche d'expertise, elle apparaît très clairement dans cet écrit. Puis je trouve qu'au Québec, on met beaucoup plus l'emphase sur l'articulation du fonctionnement de la personne en lien avec son environnement. Je trouve que ça, c'est très fort. La démarche de fonctionnement social, nous, beaucoup en France, on parle d'approche globale, où on va prendre des informations sur justement toutes les sphères de la vie de la personne, mais je trouve qu'on est encore très centré sur la personne et son histoire, et qu'on met peu en lien ces éléments-là avec le fonctionnement de la personne dans son environnement. C'est un petit peu ça que je relèverai. D'accord. Et puis quand tu parlais des épreuves de certification, tu mentionnais donc anciennement c'était l'ISAP, Intervention sociale d'aide à la personne, et l'ISIC, Intervention sociale d'intérêt collectif. Je pense que l'ISAP a maintenant changé de nom. C'est ça, ça s'appelle l'ASI. Qui veut dire ? Accompagnement social individuel. Ah, super. Ou individualisé. Ok. Et en fait, oui, c'est important je vais me permettre de redonner un peu ce contexte, parce qu'en France, dans le cadre du diplôme d'état d'assistant de service social, le DEASS, on a l'opportunité de faire et de rédiger nos évaluations de la situation globale de la personne ou du groupe qu'on accompagne. Alors ça s'apparente à l'évaluation du fonctionnement social au Québec. Mais en France, une fois qu'on arrive sur le terrain, là, qu'on devient professionnel, autonome, on n'a plus cette rigueur, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, d'écrire nos évaluations. Alors qu'en fait, au Québec, c'est une obligation de rédiger l'évaluation du fonctionnement social. Et puis, je voulais aussi revenir sur un autre point que tu mentionnais, pour voir si j'ai bien compris. Donc toi, tu émets l'hypothèse qu'en France, on est plus centré sur la personne, le groupe ou la communauté, même si on n'utilise pas trop le mot communauté, mais on va dire le collectif. On est plus centré sur l'individu avec une approche globale, en regardant l'interaction de cet individu avec l'environnement, alors qu'au Québec, on va aller regarder en plus, en sus, en fait, cette interinfluence de cet environnement sur la personne, le groupe ou la communauté. Est-ce que c'est cette subtilité-là que tu mentionnes ? Oui, je trouve que l'articulation est beaucoup plus intrinsèque ici entre le fonctionnement de la personne et l'environnement. Là où en France, bien sûr qu'on l'aborde, bien sûr que dans la formation, ça apparaît, puis qu'on forme les étudiants dans ce sens-là, mais je trouve qu'on a encore du chemin à faire pour que ça soit vraiment complètement interconnecté et que ça retransparaisse vraiment dans les évaluations et dans les approches professionnelles sur le terrain après. Ok, tu vois, moi ça me fait tout de suite réfléchir au fait que le diplôme d'AS, en fait, le service social en tant que tel en France, c'est pas une discipline. En fait, on n'a pas un champ d'exercice assez précis et reconnu. En fait, on a un référentiel professionnel, oui, mais c'est peut-être pas assez reconnu. Par exemple, voilà, on nous propose une approche qui se nomme l'approche globale dans ce référentiel pour évaluer et pour intervenir, mais
c'est peut-être pas assez concret. Il y a personne qui est capable d'ailleurs de nous expliquer ce que c'est l'approche globale en théorie. Moi, quand j'ai rédigé mon mémoire, j'ai cherché partout ce que ça voulait dire l'approche globale. J'ai supposé que c'était un mix d'approches systémiques, biopsychosociales et de développement du pouvoir d'agir. Alors qu'ici, en formation, au bac ou à la maîtrise en travail social, on apprend dans les fondements de la pratique du travail social ce que c'est l'approche écosystémique, systémique familiale, féministe, intersectionnelle, culturelle, biopsychosociale, développement du pouvoir d'agir, etc. Il y en a bien d'autres. Alors qu'en France, moi, personnellement, j'ai eu l'impression de les survoler. Ça fait qu'ici, tu peux vraiment expliquer quelle approche tu as utilisée. Si je vulgarise, en fait, tu peux dire quelles lunettes tu as mises pour évaluer la situation. En fait, sur quel cadre de référence tu t'es basé pour ta démarche d'évaluer. Alors qu'en France, on n'est peut-être pas autant formé à cette réflexion-là et on mixe un tas d'approches sans forcément les connaître théoriquement. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on voit certaines approches, on les voit de manière très théorique sur certains modules. Bien sûr qu'en tant que formateur, on encourage les étudiants à y faire référence et à s'inspirer de ces approches-là pour justement apporter un éclairage dans leur analyse et puis dans leur approche aussi dans les interventions auprès des personnes. Et bien sûr, je pense surtout au développement du pouvoir d'agir. Mais je trouve que c'est complètement incarné différemment au Québec et en grande partie du fait de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ici, on va systématiquement, même en situation professionnelle, nous demander à quelle approche on fait référence, sur quoi on se base. Et puis c'est sûr qu'en France, lorsqu'on fait le lien avec, de toute façon, les approches théoriques, on va les chercher un petit peu partout. On va les chercher dans la socio, on va les chercher dans la psychologie, on va les chercher dans la philosophie, parce que justement, c'est pas une discipline universitaire en France, le travail social, ce qui est bien dommage, contrairement au Québec où effectivement, d'ailleurs en formation, on s'inspire souvent et beaucoup des références québécoises dans la formation, notamment d'ASS et du pouvoir d'agir en particulier, mais pas que, mais voilà. Alors, ça m'amène à la prochaine question. En fait, toi, Charlotte, tu as exercé sur 2 territoires dans le domaine du service social. Tu viens justement de parler de certaines similitudes et différences avec l'EFS. Mais est-ce que tu remarques une différence de manière générale dans la pratique professionnelle ? Oui, la première, c'est que je trouve qu'ici, notre expertise est beaucoup plus valorisée et recherchée au Québec, à mon sens, qu'en France. J'ai l'impression qu'en France, en fait, on laisse de moins en moins la place à l'accompagnement et justement à l'expertise des ASS. En tout cas, c'est tout à fait. Voilà, par rapport à moi, c'est ça. Mais on leur demande malheureusement d'être de plus en plus d'être des techniciens de l'intervention. Et c'est parfois aussi ici le cas au Québec, hein, je fais pas de généralité, mais je trouve que le fait d'avoir un ordre professionnel et des normes professionnelles ici au Québec attendues, c'est une plus-value pour faire valoir le respect des valeurs éthiques et les fondements du travail social de notre profession dans les milieux de travail. La deuxième que je verrai, c'est l'articulation aussi entre les professionnels des équipes. Le travail en équipe en France, là je vais parler particulièrement du milieu hospitalier puisque c'est mon domaine d'expertise, elle est très centrée sur la multidisciplinarité. Mais ici, je trouve que c'est plus une approche interdisciplinaire. Le TS, le travailleur social, va apprendre appui sur les évaluations des professionnels de l'équipe pour les synthétiser et tenir compte vraiment dans l'élaboration de sa propre analyse de ces évaluations. Puis on va travailler en concertation étroite avec chacun dans le but d'élaborer vraiment un plan d'intervention qui va tenir compte du fonctionnement de la personne, justement en lien avec son environnement, en tenant compte de l'évaluation et du travail qu'aura fait le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. J'ai en tête une situation encore dernièrement où vraiment j'ai fait appel à l'orthophoniste parce qu'on avait vraiment des difficultés à rentrer en lien et en communication avec un patient. Et effectivement, l'évaluation orthophoniste a mis en exergue vraiment des difficultés qu'on interprétait autrement, l'équipe multidisciplinaire. Puis depuis, ça a vraiment facilité les choses pour intervenir auprès de la personne et ça a vraiment changé mon point de vue sur l'analyse première, on va dire, que j'avais pu en faire.
Et d'ailleurs, je me suis vraiment appuyée sur cette évaluation parce qu'à mon sens, elle était très pertinente et ça a amené un éclairage complètement différent qui a servi à tous les professionnels dans leur intervention et auprès de cette personne-là. C'est génial. Et merci beaucoup pour tes réflexions. J'ai bien aimé aussi quand tu as parlé d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans tes explications ? Pour moi, la multidisciplinarité, c'est que chaque professionnel va faire sa propre évaluation, puis on va les juxtaposer. C'est sûr qu'on peut intervenir dans un but commun. En l'occurrence, là, moi, à l'hôpital, on a un patient, puis le but, c'est de trouver une orientation qui lui soit adaptée, mais chacun va faire son évaluation, puis on va la communiquer à l'autre, puis ça va en rester là. Ici, je trouve qu'on va vraiment beaucoup plus loin. On fait des rencontres d'équipes cliniques où chacun va partager son évaluation, puis on va se nourrir mutuellement de nos évaluations pour les faire évoluer. Oui. Puis c'est sûr qu'en tant que travailleur social à l'hôpital, on a une fonction de coordination aussi. Et c'est sûr que tous ces éléments-là, en fait, on nourrit tous ensemble nos propres évaluations pour arriver à une orientation la plus proche des besoins de la personne et tout le monde est impliqué dans le même objectif. C'est un peu, moi, la différence que j'y vois. En tout cas, c'est les deux différences les plus significatives que je vois à l'heure actuelle. Merci bien. Alors, écoute, l'épisode se termine. Est-ce que tu aurais des éléments à ajouter sur les aspects France-Québec avant qu'on se quitte ? Oui, dire en tout cas que c'est vraiment une richesse de pouvoir s'appuyer sur une formation initiale ASS et l'expérience professionnelle que j'ai eue en France, puis de découvrir ici d'autres approches et puis une autre façon d'intervenir. C'est vraiment très enrichissant. Il y a du positif des deux côtés, puis je trouve que ça m'a permis de faire une espèce d'identité professionnelle un peu hybride. Et je trouve que le partage aussi avec mes collègues québécois, puis des échanges que ça suscite, c'est vraiment très intéressant sur les approches, les façons de voir les choses. Puis je trouve que ça serait bien qu'en France et au Québec, on fasse plus de ponts entre les centres de formation, les universités ici au Québec, parce que je pense qu'on a des choses très intéressantes à construire et à s'apporter mutuellement. Voilà. Je ne peux être que d'accord avec toi. Et alors, je me permets de rebondir sur le thème que tu as employé, l'identité hybride. Alors, de 1, c'est un terme dans lequel je me reconnais entièrement. Et de 2, ça me fait vraiment penser à mon mémoire de recherche de 2020 qui porte sur l'expérience des diplômés d'État assistantes de service social françaises exerçant dans le domaine du social à Montréal. Puis je suis allée regarder leur processus migratoire de la France vers le Québec, leur stratégie d'acculturation en emploi au Québec, et particulièrement dans la région de Montréal, et justement l'évolution de leur identité professionnelle. Ok, on pourrait s'en reparler dans un autre podcast, un autre épisode, on peut continuer. Je garde ça en tête. Dans tous les cas, là, on va devoir se quitter pour aujourd'hui, et je te remercie encore, Charlotte Delmas. Tu détiens donc 2 titres professionnels, assistante de service social en France et travailleuse sociale au Québec. Merci pour ta participation au balado Expose ton travail social. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.